Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre formation sur les structures de données et algorithmes. Dans cette vidéo, nous allons voir l'analyse algorithmique, la complexité. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment écrire un algorithme. Et à la fin de la vidéo, je vous ai dit que on peut avoir un problème algorithmique, ok? On peut avoir un problème, ok? Et ce problème a plusieurs solutions, ok? Ce problème a plusieurs solutions. Maintenant, il faudra choisir la solution la plus performante, ok? Quand on parle de performance, on va parler de complexité, ok? On va parler de complexité. Et la complexité peut être en temps, ok, ou en espace, ok. La complexité peut être en temps ou en espace. C'est quoi la complexité en temps? C'est le temps nécessaire pour que un algorithme puisse s'exécuter du début jusqu'à la fin. Maintenant, l'espace, c'est l'espace nécessaire que doit utiliser cet algorithme pour s'exécuter jusqu'à la fin. Ça veut dire l'espace pour stocker les données qu'utilise l'algorithme. OK? Et les deux sont généralement liés. Plus ça dure, plus ça occupe de l'espace, généralement. OK? Donc, comment donc savoir qu'un algorithme est plus performant que l'autre? C'est le but de cette vidéo, OK? De vous montrer comment le faire. Voilà. Maintenant, l'une des solutions, c'est une solution expérimentale. C'est-à-dire, vous avez l'algorithme, vous avez un algorithme A et un autre algorithme B. Ces deux algorithmes permettent de résoudre le même problème. OK? Maintenant, il va falloir trouver celle qui est plus performante. OK? Là, ce que vous pouvez faire, c'est d'implémenter cet algorithme en utilisant un langage de programmation et calculer son temps d'exécution. OK? Si vous êtes dans Python, vous pouvez utiliser le module time pour calculer le temps d'exécution d'un algorithme. Ça veut dire que voici l'algorithme A, temps d'exécution. OK? Temps d'exécution, je vais dire début, par exemple, est égal à time. Je récupère le temps quand l'algorithme commence à s'exécuter. Il y a des instructions qui se passent et à la fin, je prends le temps de la fin. Time. OK? C'est un module dans Python. OK? Là, je peux calculer le temps écoulé, elapsed. OK? Je peux calculer le temps écoulé égal à fin moins début. OK? Là, j'ai le temps écoulé pour l'exécution de cet algorithme. N'est-ce pas? Maintenant, je peux faire de même pour l'algorithme B et savoir, à partir de ça, je peux dire soit A est plus performante que B. Si A prend moins de temps. Là, on est sur une complexité en temps. OK? Mais là, nous avons une question. Est-ce que cela est donc vrai? Est-ce que le temps d'exécution d'un algorithme dépend uniquement des instructions qui s'exécutent sur la machine en question? OK? Est-ce que les processus en arrière-plan, par exemple de la machine, ne vont pas influencer le temps d'exécution de l'algorithme? Ça veut dire, si par exemple vous avez lancé certains logiciels sur votre machine et que vous calculez le temps, est-ce que certaines instructions ne vont pas attendre certaines ressources utilisées par d'autres systèmes, par d'autres applications? OK? Là, on voit déjà que cette manière de faire n'est pas performante parce que ça dépend
parce que déjà, votre machine a ce qu'on appelle le système d'exploitation, qui est l'environnement, tout l'environnement logiciel. OK? Donc, lorsque vous exécutez pour la première fois le premier algorithme, le système tourne. Le système utilise certaines ressources de la machine, OK, telles que le processeur. Et à certains niveaux, ça peut utiliser plus, OK, à un temps t, ça peut utiliser plus qu'à un temps t plus 1. Qui vous dit que quand vous exécutez au temps t, le même nombre de ressources disponibles sera disponible au temps t plus 1. OK? Donc, déjà, cette manière de faire, il y a un problème. OK? Il y a un problème. Donc, on ne l'utilise pas. OK? On ne l'utilise pas. On ne doit pas trouver. Généralement, on ne va pas utiliser cela pour savoir quel algorithme est plus performant que l'autre. On est d'accord. Deuxième méthode, c'est de façon expérimentale. On va dire, OK, prenons une machine. OK? On va dire donc on va se rassurer que tout est clair sur cette machine, que l'environnement matériel est bon, logiciel, que aucun logiciel n'utilise les ressources de la machine. OK? Ou bien même si ça utilise, on connaît jusqu'à quel point ça utilise. Maintenant, on va aller expérimentalement. Ça veut dire, on va passer les données dans l'algorithme. On passe les données, on passe les données, on passe les données. Donc, on passe les données au niveau de l'algorithme. Là, on calcule le temps d'exécution. Donc là, on peut tracer une courbe. On dit, ici, on a le nombre de données, OK, n, et là, on a le temps d'exécution. On peut dire, OK, quand on a mis la quantité de données, par exemple 1, on a vu que le temps d'exécution, c'est là. Peut-être à 2, on est là. À 3, on est là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a quelque chose qui va un peu de ce genre. OK? Maintenant, il va falloir faire de même pour l'algorithme B. OK? Donc, là, il faut aussi passer N. Il faut varier, 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 varier et voir comment la courbe évolue avec le nombre de données qu'on entre. OK? Donc, on a une fonction f de n. OK? Donc, n varie, qui est la quantité, la taille des données qu'on passe à l'algorithme. Mais nous avons un problème avec ceci. Le problème, c'est que il va falloir entrer les différentes tailles de données. Ce qui n'est pas possible parce que vous allez commencer à 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez vous arrêter à combien? Qui vous dit qu'à partir, par exemple, de 1 milliard, cet algorithme B est plus performant que A. Peut-être au début, lorsque les deux, vous êtes à 1, 2, vous vous rendez compte que A est plus performant que B. Qui vous dit qu'à partir du million, B ne sera pas plus performant que A? C'est un problème. Ça, c'est la méthode expérimentale. OK? Là, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas tout exécuter. Et l'autre problème, c'est que si j'ai 100 algorithmes, OK, qui résolvent le même problème, il va falloir que j'implémente tous ces algorithmes. OK? Que je les implémente. Et on a dit sur le même ordinateur. C'est-à-dire, tu implémentes le premier, après tu nettoies, tu implémentes le deuxième, après tu nettoies, le troisième, ainsi de suite. Là, il y a un problème. Donc, généralement, on ne va pas utiliser cette méthode. Donc, pourquoi on ne va pas l'utiliser? Parce qu'on ne peut pas tester tous les tailles d'entrée de données. Et deuxièmement, parce qu'il va falloir toujours implémenter chaque algorithme. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est comment peut-on trouver le temps d'exécution d'un algorithme sans toutefois implémenter l'algorithme et en testant sur toutes les quantités de données. OK? Là, on va faire appel à plusieurs frameworks, OK, qu'on va voir par la suite. Maintenant, ce qu'on va décider, c'est de calculer le nombre d'opérations primitives dans un algorithme. Ça veut dire,
quels sont déjà les nombres d'opérations primitives dans un algorithme? Nous avons assignation. Assignation d'un identifiant à un objet. Assignation d'un identifiant à un objet. Ça, c'est une opération primitive. OK? Deuxième, c'est reconnaître ou bien récupérer un objet associé à un identifiant. OK? Troisième, opération. Les opérations arithmétiques telles que addition, add, soustraction, sort, ainsi de suite. OK? Multiplication, division. Quatrième, la comparaison. Comparaison, exemple, comparer deux nombres. OK? Cinquième, appel. L'appel d'une fonction. L'appel d'une fonction. Donc, en 6, le retour d'une fonction. Le retour d'une fonction. OK? Et en 7, c'est récupération d'un élément dans une liste. OK? Donc ici, on a 7 opérations primitives. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, donc généralement dans tous les algorithmes que vous allez utiliser, ces opérations seront à l'intérieur. Soit, généralement, vous allez assigner comme déclarer une variable. Parfois, vous allez appeler une variable pour avoir l'objet. Parfois, vous allez faire des opérations arithmétiques, comparer des éléments, faire appel à des fonctions, retourner la valeur des fonctions et accéder aux éléments dans une liste. OK? Là, on va appeler ça des opérations primitives. Maintenant, ce qu'on va décider, c'est que, OK, tout ce qu'on a fait, c'est quand j'ai un algorithme, je compte le nombre d'opérations primitives dans cet algorithme. Et ce nombre d'opérations primitives, on va dire que c'est ce nombre appelé T sera égal au temps de l'algorithme, d'exécution de l'algorithme. OK? Donc, quand tu as l'algorithme, tu comptes le nombre d'opérations primitives, OK, dans la première. Ensuite, tu pars dans le deuxième, tu comptes le nombre d'opérations primitives, tu les compares juste. Celui qui a plus de nombre d'opérations, ou bien celui qui a moins de nombre d'opérations primitives sera l'algorithme la plus performante. OK? Très simple, n'est-ce pas? Très simple. Maintenant, pour nous aider à vite avancer dans ces calculs, il y a plusieurs frameworks qu'on va utiliser. Et avant d'utiliser ces frameworks, il y a quelques fonctions que vous devez connaître, OK, pour le calcul de ces différents éléments, nombre d'opérations. OK? Ce sont des fonctions mathématiques, mais pas compliquées, très simples. Donc, on va les voir tout de suite. OK. On avait vu que les fonctions, on a vu au début que pour connaître le temps d'exécution, il fallait passer différentes valeurs de n, donc la taille de l'entrée à l'algorithme. OK? Donc, je vais dire f de n, qui est une fonction, peut être égal à une constante. OK? F de n peut être égal à une constante.
cela voudrait dire que, quelle qu'en soit la taille, le temps d'exécution est toujours constant. OK? Tout simplement. On peut avoir f de n est égal à log de n, pardon, est égal à log de n. Log, pardon, log de n. OK? C'est n là, log de n. Ça veut dire que le temps d'exécution de l'algorithme est égal au log de la taille de l'entrée. OK? Et ici, comme nous sommes en informatique, c'est log en base 2. OK? Logarithme en base 2 de n. OK? On n'est pas en mathématiques. Si c'était en mathématiques, ça devait être log en base 10 quand on écrit sans préciser. OK? Ensuite, on peut avoir f de n est égal à n. OK? Ici, on a une fonction. La première, c'est une fonction constante. La deuxième, c'est une fonction logarithmique. La troisième, c'est une fonction linéaire. OK? Donc, on peut avoir f de n égale à n. Ça veut dire le temps d'exécution de l'algorithme est égal à la taille de l'entrée. OK? On peut avoir f de n est égal à n log de n. Donc, on a une fonction semi-linéaire. OK? Linéaire et logarithmique, on va appeler cela semi-linéaire. OK? Donc, ici, c'est toujours en base 2, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, on peut avoir une fonction f de n qui est égale à n carré. On va parler de fonction quadratique. Ça veut dire que le temps d'exécution de l'algorithme est égal à la taille de l'entrée au carré. OK? F de n est égal à n au cube. OK? Là, c'est la même chose. Temps d'exécution est égal à la taille au cube. On a f de n est égal à b de n. Donc ici, on a une fonction cubique. OK? Fonction cubique. Maintenant, f de n est égal à b de n. Ici, on a une fonction exponentielle. Et comme nous sommes en informatique, b doit être généralement 2. Donc, f de n est égal à 2 exposant n. Donc, le temps d'exécution est égal à 2 exposant la taille de l'entrée. OK? Super. Maintenant, nous avons combien de fonctions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Vous devez retenir ces fonctions. OK? Parce que nous allons utiliser par la suite. Maintenant, comme vous avez compris cela, OK? Quels sont donc les frameworks qui nous permettent de calculer le nombre d'opérations ou bien de connaître la complexité d'un algorithme? Nous avons le Big O notation, la notation Big O, OK, qu'on va appeler Big O notation ou notation Big O. Notation, OK. Nous avons aussi Omega, Big Omega notation. OK, nous avons Theta. OK, Big Theta notation. OK, voici les trois frameworks qu'on peut utiliser pour calculer la complexité. OK, qu'on va utiliser. Donc, le plus utilisé, c'est le Big O notation. Donc, on commence par là. OK, donc, Big O notation. Donc, ici, j'ai une fonction f de n, OK, et une fonction g de n. Je veux savoir si f de n est big O de gn. Ça veut dire quoi? Je veux savoir si f de n appartient à l'ensemble des fonctions qui ont pour degré, pour haut degré, le degré de g de n. OK? Mathématiquement ou théoriquement, ça veut dire quoi? Théoriquement, on va expliquer, ne vous inquiétez pas.
théoriquement, on va dire f de n est O de G de n si, ok, de G de n, si et seulement si il existe une constante réelle C supérieure à 0, donc une constante C supérieure à 0 appartenant à grand R, et un nombre entier naturel n0 supérieur ou égal à 1 appartenant à grand N, tel que pour tout, tel que pour n supérieur à n0, ok, f de n est inférieur ou égal à g à c multiplié par g de n. Ok? Donc, c'est ça la formule. On peut prendre un exemple très simple. Ok? Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave. Ok? Pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques, si vous ne comprenez pas, c'est pas du tout grave. On va jamais vous demander de démontrer ça dans le start-up. Ok? Ici, on apprend en pratiquant ce qui est réel dans le monde de l'emploi. On va jamais vous demander de démontrer cela. Mais je vais vous dire ce qu'on va généralement vous demander, soit pour les entretiens, ok, d'embauche. Ok? Donc, ici, je peux prendre un exemple, par exemple, de quoi? 8n plus 5. Ok, j'ai une fonction. Je vais dire que c'est R O de n. R O de n. Cela voudrait dire qu'il faut que je trouve un C qui appartient à R et un n qui appartient à n qui est supérieur ou égal à 1, tel que 8n plus 5, ok, est inférieur ou égal à C multiplié par n. Ok? N ici, c'est G de n. Donc, j'ai remplacé ça par G de n ici, c'est n. Ok? Donc, si j'arrive à trouver deux nombres, ok, appartenant à ces deux ensembles qui vérifient cela, alors j'ai démontré. Et cela, c'est vraiment trivial. Donc, vous pouvez juste regarder. Ok, il y a plusieurs façons de démontrer pour trouver cela. Seulement que c'est mathématique et je ne voudrais pas qu'on y entre beaucoup. Donc, ici, je peux dire par exemple C égale à 9 et N0 égale à 5. OK? Parce que ceci est vrai si N est supérieur à N0. OK? Donc, dans ce cas, N doit être supérieur à 5 ou égal à 5. OK? Donc, pour tout N supérieur ou égal à 5, on peut prendre 6 ou 7. Si vous remplacez ici par 6 plus 5, vous allez voir que c'est inférieur à 9 multiplié par 6. OK? Vous pouvez prendre d'autres nombres, ainsi de suite. Vous pouvez aussi prendre C égale à 13, N0 égale à 1. OK? Voilà, tant que ça démontre, ainsi de suite, c'est bon. OK? Donc, si vous avez compris ça, on va donc passer et expliquer les choses, ce qui intéresse tout le monde dans le monde de l'emploi, ok, en entreprise et sur vos propres projets. Donc, comme vous connaissez il y a la définition du Big O, c'est ça qu'on va donc utiliser. Graphiquement, si je veux représenter, c'est ça, ok. Si je veux représenter ce que le Big O dit, parce que généralement, beaucoup comprennent graphiquement, ok. Voilà, ici, on a le temps, ok. Ici, on a n, ok. Ici, on a une valeur n0, on est d'accord. Et à partir de là, on a n, voilà, je peux, ici, ça c'est l'axe de n. Donc là, on a quelque chose comme ceci, ok.
Et on a quelque chose là. Voilà. Donc ici, N0, ok, N0, ok. On voit que à partir de cet intervalle, on a G de N. Ok, ça c'est G de N qui est supérieur à F de N. C'est ce que Big O Notation nous démontrait en fait. Donc à partir de 0 jusqu'en allant vers l'avant, la fonction G de N est toujours plus grande que celle de F de N. Ok, en fonction du temps. Ok, là c'est bon. Ok, et c'est bien en fonction du temps. Ok, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, très très sérieuses. Quand est-ce que je dis qu'une fonction est O de 1? O de 1 techniquement, c'est l'ensemble des fonctions constantes. Ok, c'est l'ensemble des fonctions constantes. Par exemple, en Python, ACD, donc vous avez une liste d'état est égale à une liste d'éléments. On va revenir sur ça. On va revenir sur les listes quand on va faire les structures de données. Quand on va vraiment entrer dans les structures de données, on va revenir dessus. Maintenant, si je veux accéder à un élément de cette liste qui est situé à une position J quelconque, donc je fais d'état de J, ok? Le temps d'exécution de ceci pour accéder à un élément est toujours constant, ok? C'est constant. Donc, il y a juste constant veut dire qu'il y a une seule opération, ok, qui prend lieu. Donc, accéder à un élément d'une liste. Et c'est quoi? C'est une opération primitive des algorithmes. Donc, on va dire que le temps d'exécution, vu qu'il n'y a plus d'autres opérations, si je veux accéder à un élément qui se trouve à n'importe quelle position, on va juste exécuter ça. Il n'y a plus une autre opération qu'on va exécuter à part l'opération-ci. Vous devez bien comprendre cela. Ça veut dire que ça, c'est ça, c'est un algorithme O de 1. OK? Le temps d'exécution est égal à 1. Si je veux accéder au dernier élément, le temps d'exécution est égal à 1. Premier élément, temps d'exécution est égal à 1. Ça, c'est en Python, bien sûr, parce que en Python, c'est ce qu'on va appeler les RB sequences. Tout simplement, on dit que quand vous mettez les éléments dans la liste en mémoire, ce sont des blocs comme ceci. Les éléments sont des blocs en mémoire. Donc, chacun est dans son bloc. OK? Quand vous mettez sa position, en fait, c'est juste son ID. Il connaît déjà où ça se trouve. Vous retirez juste. Donc, on ne parcourt rien. OK? Voilà. On continue. Donc, c'est possible que sur certains, par exemple, sur certaines certifications, peut-être même sur Google, OK, que vous arrivez, si vous voulez faire une certification, je ne sais pas, dans un domaine comme le machine learning, vous pouvez arriver voir certains algorithmes. On vous donne un algorithme, on vous demande quelle est sa complexité. On vous propose, généralement, ce sont les QCM. OK, ainsi de suite. Donc, maintenant, si je veux, par exemple, trouver le plus grand nombre dans une liste de nombres, donc j'ai ma fonction. OK, j'ai ma fonction, laissons même la fonction. Donc, je suis en train de travailler sur un algorithme. Et là, j'ai data qui est égal à une liste de nombres. OK, on a les nombres à l'intérieur. Maintenant, je veux connaître le plus grand nombre ici à l'intérieur. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux dire que le premier nombre de la liste I, ou bien premier élément, est égal à data de 0, n'est-ce pas? OK, pour récupérer l'indice 0, c'est pour récupérer le premier élément.
Maintenant, après, je vais dire for element. On va revenir sur tout ceci. OK? For element in data. For element in data, je vais dire if element, OK, est plus grand. Si l'élément est plus grand que le premier élément, OK, premier élément. Donc, je peux mettre une autre variable ici, total, ou bien le plus grand. Je peux dire grand est égal à premier. Donc, le premier élément. OK? Donc, si l'élément qu'on vient d'accéder dans la liste est plus grand que le premier, alors grand devient plutôt élément. OK? Et à la fin, on doit retourner, donc si c'est une fonction, on doit return grand. Tout simplement. OK? Quand on va faire data structure, on va retravailler sur tout ça. OK? Donc, si vous ne comprenez pas, c'est pas un problème parce qu'on va revenir sur ça et quand je vais expliquer, on va pratiquer avec le langage Python. Donc, si vous ne comprenez pas, c'est pas un problème. Donc, ici, tout ce que je vais vous faire comprendre, c'est la complexité, comment cela se calcule. Vraiment, quand on travaille sur des vrais algorithmes comme celle-ci. OK? Donc, ici, j'ai une liste d'éléments. OK? Qui contient n éléments. Cette liste contient n éléments. Ça veut dire que je vais comparer combien de fois ici? N fois, approximativement. OK? Je vais comparer n fois. Ça veut dire quand je parcours, je compare. Quand je parcours, je compare. Quand je parcours, je compare. On a dit que la comparaison était quoi? Une opération primitive. Ça veut dire que on va faire combien de comparaisons ici? N opérations. Environ N opérations. On est d'accord? Ça veut dire directement, si on s'arrête ici, on va dire que cet algorithme est O de N. OK? Cet algorithme est O de N. OK? Maintenant, ici, on continue. Vous voyez aussi qu'on fait quoi ici? L'assignation. Donc, on fait l'affectation. Donc, à chaque fois, on modifie la valeur de grand. Grand devient élément, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est plus grand, au cas concret, on continue juste. OK? Donc, ici aussi, on change la valeur de grand. Mais on voit déjà que la complexité ici, c'est O de N. Quelle est la complexité ici? On va par exemple parler de probabilité. Quelle est la probabilité qu'un élément dans la liste-ci soit une fois la valeur de grand, par exemple? Quelle est cette probabilité? OK? On va dire un élément situé à la position I, à cette position J, OK? Pour qu'il devienne, quelle est la probabilité pour qu'il devienne aussi une fois la valeur de grand? OK, en disant que les éléments ne se répètent pas, donc on ne peut pas avoir deux, et après, quelque part, on a deux dans la data. La probabilité doit être égale à 1 sur J. OK, 1 sur J. D'accord? Maintenant, si on veut calculer donc la probabilité totale de chaque élément, ça va être donc égal à, on va dire Hn est égal à la somme pour I égale à 0 à N de 1 sur Jn. C'est ce qu'on va appeler le nombre harmonique. Pour ceux qui font mathématiques, ils vont comprendre ça. OK? Et ici, ceci-là, que vous voyez ici, 1 divisé par J de N a pour complexité O de log de N. OK? Log de N. OK? Donc, on se retrouve ici avec O de log de N. OK? Donc, on va prendre ce qui domine. Donc, on voit déjà qu'ici, on est à ON. Ici, on a O de N à O de log de N. OK? On sait que celui-ci est plus grand parce que on va classer.
Je pense qu'après ça, je vais vous montrer. On va classer toutes les complexités pour que vous puissiez voir. Celui-ci prend plus de temps que ça. Donc, celui-ci à l'intérieur d'ici. OK? Donc, on va dire que cette fonction a pour complexité O de n pour regrouper, sachant que ça, c'est l'ensemble des fonctions qui sont sous la forme linéaire. OK? Super. Donc, avant qu'on ne continue, je vais classer pour que... donc, quand j'ai un algorithme qui est dans O de 1, très bon. Ensuite, O de log de n, c'est bon. Donc, très très bon ici. OK? Très 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 bon ici. C'est bon. Ici, dans O de n, c'est bon. Voilà. Donc, ensuite, semi logarithmique. O de n log de n. OK. Ensuite, O de n carré. O de n au cube. O de 2n. Donc, si j'ai une fonction, j'ai deux algorithmes qui permettent de résoudre le même problème et que le premier algorithme se trouve a pour complexité O de 2n carré et le deuxième a pour complexité de O de n au cube et que cet algorithme peut prendre énormément de données avec le temps, alors voici la meilleure. Oui, voici le meilleur algorithme. Le meilleur algorithme. OK? Si c'est plutôt ici, alors c'est celui-ci. Donc, ici, c'est du plus performant au moins. OK? Donc, il faut retenir ça. Vous devez avoir ça en tête. Quand vous avez un algorithme devant vous, vous remarquez dans quelle complexité cet algorithme apparaît et vous demandez s'il n'y a pas une solution qui est dans une complexité inférieure. OK? Tout simplement. Et là, vous êtes en train d'améliorer la performance de l'algorithme. Maintenant, ça va dépendre aussi de la taille à l'entrée. Regardez, à n, j'ai n ici, on a une fonction constante. Bon, les fonctions constantes ne dépendent pas de n, on a vu cela. Donc, je vais passer directement à log de n, ensuite à n, ensuite à n log de n, ensuite à n carré, n cube, 2 exposant n. Regardez, pour n égale à 8, log en base de 2 de 8 donne combien? 3. N égale à 8, j'ai 8. Ici, n log de n en base 2, ça fait 3 fois 8, qui va donner 24. 8 au carré donne 64. Ici, 8 au cube, ça fait 64 fois 3, qui va donner 512. OK? 8, 2 exposant 8 ici, ça va donner 256. Remarquez le nombre d'opérations. Ici, on a le nombre d'opérations pour une entrée de 8. OK? Remarquez que pour une entrée de 8, un algorithme qui a pour complexité 2 exposant n est plus performant que un algorithme de n au cube. OK? Donc, il faut faire très attention. Si votre algorithme ne doit pas avoir des données supérieures, par exemple, à 8, alors si vous avez deux algorithmes qui, la première est de complexité n au cube et la deuxième de 2n, alors la meilleure solution, c'est celle-ci. Il faut faire très attention, c'est celle-ci. Mais ensuite, on va voir que plus les entrées, plus on prend par exemple n égale à 16, ici sera plus grand qu'ici. OK? Donc, il faut aussi jouer sur cela. Vous devez connaître cela. OK? Voilà. Je vais afficher, même si vous allez avoir ça dans la description, je vais mettre un lien pour que vous puissiez avoir toutes les données de ce tableau. OK? Super. Donc, maintenant que vous connaissez cela,
On va prendre encore quelques exemples. Admettons que je veux connaître si des ensembles sont disjoints. OK? Ça veut dire que j'ai l'ensemble A, l'ensemble B, l'ensemble C. Je veux savoir si ces trois ensembles sont disjoints. OK? Ça veut dire que quoi? Qu'il n'y a aucun élément qui se trouve dans A, qui se trouve aussi dans B et qui se trouve aussi dans C. Je peux écrire un petit programme en Python pour cela. OK? Je peux dire donc un étudiant peut dire pour for, OK? For A in A, deux points, for B in deux points, for C in, OK? If C, if A est égal à B qui est égal à C, alors retourne return false. Ça veut dire qu'ils ne sont pas disjoints. Sinon, OK, donc ça retourne ça. Sinon, return true. OK, ça veut dire qu'ils sont disjoints. Donc, je parcours ici, je récupère A. Je parcours ici, je récupère C. Je parcours ici, je récupère B, ensuite C. Et je compare. Si A est égal à B qui est égal à C, je dis que false, en disant que ici on a une fonction diff qui est disjoint, qui s'appelle disjoint. OK? Cette fonction dit que non, ils sont disjoints, mais nous on veut savoir si c'est oui ou non. Donc si on a A qui est égal à B qui est égal à C, alors c'est non, par exemple. Maintenant, quelle est la complexité? On admet que tous les ensembles sont de même taille. Donc, n, n, n. Ça veut dire qu'ici, on va comparer combien de fois ici? A doit comparer d'abord tous les éléments de C. OK? On a une comparaison n fois. Ensuite, tous les éléments de B. Ensuite, tous les éléments de C. Donc, on va avoir une complexité n au cube. OK? Donc, cet algorithme est O de n au cube. On est d'accord? Maintenant, ça, c'est la proposition d'un étudiant ou bien d'un développeur. OK? Ce qui est très fréquent. Un autre développeur va dire que voilà ce qu'un autre développeur peut faire. Un autre développeur va dire A dans grand A, B dans grand B. Ici, il dit if A est égal à B, si A est égal à B, avant que lui continue dans l'ensemble C, sinon, il rentre. OK? Et là, il va dire, si A est égal à B, alors il va dire for C in grand C, et ici, il va comparer si A est égal à C. Si c'est le cas, il retourne false. Au cas concret, on retourne true. Donc ici, on vient de casser une grande partie du programme d'opérations primitives qui s'exécutaient inutilement. Donc pourquoi aller loin jusqu'en bas avant de comparer, alors qu'on peut déjà comparer A et B? Si A et B déjà ne sont pas égales, alors ça ne vaut plus la peine de continuer, n'est-ce pas? Ça veut dire directement, on rentre. OK? Voilà. Donc ici, on vient de quitter d'une complexité de ON au cube à une complexité O quadratique. OK? Voilà. Donc, c'est un peu cela comment on fait. C'est un peu comme ça qu'on fait pour calculer le temps d'exécution d'un algorithme. Il y a énormément d'exemples. OK? Il y a énormément d'exemples dans le livre Structure de données et algorithmes en Python. Nous avons mis énormément d'exemples. Chaque fois que vous avez un algorithme devant vous, calculez, comptez le nombre d'opérations primitives qui se trouvent dans cet algorithme. Maintenant, vous devez savoir, après avoir calculé, vous pouvez dire, OK, cet algorithme appartient à O2, O de 1, ou bien O de N, log de N, ainsi de suite. Et là, vous pouvez améliorer l'algorithme ou chercher un autre algorithme. OK? Super. Donc, on va s'arrêter ici dans ce tutoriel.
Comme autre framework, comme j'ai dit tantôt, nous avons aussi big O d'oméga et de θ. La seule différence entre les deux, c'est que pour que ça soit pour que ça soit oméga, pour qu'une fonction soit oméga fn soit oméga de gn, il faut au préalable que, ok, que fn soit, ok, soit O de gn, ok, donc il faut d'abord que ça soit un big O, et ensuite que pour tous C appartenant à R supérieur à 0 et N0 N0 supérieur ou égal à 1 appartenant à grand N, que cette fois-ci, plutôt F de N soit supérieur à G de N, à C.G de N, ok, pour N supérieur à N0, ok. Donc ça, c'est pour la fonction oméga, que vous n'allez jamais vous n'allez pas très souvent rencontrer cela, ok. Vous n'allez pas rencontrer cela généralement. Maintenant, pour l'autre fonction, pour la fonction θ, c'est la même chose, à la seule différence que pour que f de n soit, soit θ, ok, θ de g de n, il faut d'abord que ça soit oméga, que fn, premièrement, fn doit être oméga de g de n, ok, et cela montre aussi qu'il faut aussi que f de n soit O de g de n, ok, et il existe C, C' et C', tous supérieurs à 0 appartenant à grand R, ok, et un n 0 supérieur ou égal à 1 appartenant à grand N, ok, tel que ici on a f de n entouré de C' G de n et C'' G de n pour n supérieur n à 0. Généralement, on va utiliser θ pour montrer que deux fonctions évoluent, sont constants en fait, ok, que deux algorithmes ont le même temps d'exécution. On peut facilement utiliser ceci pour démontrer, ok. Mais généralement, on va rester avec big O notation, ok. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu qu'ici, on a commencé à écrire quelques algorithmes. Sûrement, vous avez compris parler des listes, tout ça, tout ça. OK? Si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, ce n'est pas un problème. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Nous allons travailler sur la structure des données. Nous venons de finir avec les algorithmes. Et ce qui va nous permettre d'écrire franchement des vrais algorithmes qui résout de vrais problèmes de la société, c'est les structures de données. Mais il fallait pour moi déjà vous expliquer l'algorithme, montrer comment on fait pour écrire un algorithme, ok, et vous montrer comment choisir parmi deux algorithmes, choisir la plus performante en calculant sa complexité ou bien en connaissant son temps d'exécution. Et je vous ai montré comment on calcule le temps d'exécution. Le temps d'exécution d'un algorithme n'est pas vraiment le temps qu'on connaît, mais le nombre d'opérations primitives qui est dans cet algorithme. Ok, autant pour moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas de partager cette vidéo, ok? Et si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. À nous revoir dans la prochaine vidéo.